Eh bien bonjour, nous nous retrouvons dans des circonstances un peu particulières et nous allons revenir au XVIIe siècle. Je m'appelle Luc Corloer, je suis auteur, conférencier et je suis également un rat d'archives. Pendant 12 décennies, 120 ans, la Compagnie des Indes françaises va dominer l'océan Indien, présente dans les Mascareignes, dans le sud de l'Inde, à Madagascar, pour faire du commerce vers la France. Et ce sera, avec les autres compagnies des Indes anglaises et hollandaises, ce sera le premier effet mondialisation, puisque on va amener des produits manufacturés de France et rapporter des produits et exotiques venant d'Inde, de Chine et des îles. Pour la Compagnie des Indes, lorsque j'ai écrit mon livre, de Port-Louis à Port-Louis, bien évidemment, beaucoup de mes recherches ont été traduites, mais aussi j'ai eu l'occasion, soit par mes amis de l'Académie des arts et des sciences de la mer, soit par des amis écrivains bretons pour la plupart, d'obtenir d'autres informations et des gravures d'époque. Et ces gravures d'époque, aujourd'hui, dans la conférence que je vais vous présenter, nous allons pouvoir les voir. Alors, avant d'écrire un livre, je passe beaucoup de temps dans les archives, beaucoup de temps à rechercher dans ces cartons dont certains d'entre vous connaissent probablement l'odeur, cette odeur qui va nous faire découvrir l'histoire. Et j'écris mes livres. Mes livres sont des romans, mais toujours basés sur une partie historique que j'ai pu vérifier. Et par conséquent, ces livres, une fois que je les ai écrits, il me reste de la matière, énormément de matière. C'est pour ça que j'ai décidé, il y a quelques années, d'en faire des conférences. Eh bien, bonjour, c'est Luc Corloer. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour une petite heure et nous allons évoquer l'histoire de la Compagnie des Indes. Je devrais d'ailleurs dire plutôt les histoires de la Compagnie des Indes, puisque nous allons voir plusieurs périodes de la Compagnie des Indes. Ici, nous avons une illustration de Port-Louis d'Île-de-France à l'époque de la Compagnie des Indes. Bien évidemment, avant que la Compagnie des Indes ne soit créée, il y avait des voyages réguliers d'armateurs qui allaient vers les Indes, et ceci va donner à Colbert l'idée de créer la Compagnie des Indes. Il dira en 1662 « Nous allons créer une compagnie pour naviguer et négocier depuis le cap de Bonne-Espérance, presque dans toutes les Indes et mers orientales. » Florebo quoquemque ferar, je florirai partout où je serai porté. Ce sera donc le symbole de la Compagnie des Indes. Mais pour cela, il faudra une validation au plus haut niveau du gouvernement, et il y a quelqu'un qui à l'époque disait déjà « l'État c'est moi » et par conséquent, il décidera, Louis XIV, je veux procurer au royaume l'utilité du commerce d'Asie et empêcher que les Anglais et les Hollandais n'en profitent seuls comme ils l'ont fait jusque-là. Donc on voit bien qu'il y a deux objectifs pour Louis XIV. Le premier, c'est de commercer avec l'Asie, et le second, c'est surtout d'empêcher les Anglais et les Hollandais d'en profiter.
Voilà, en bas, vous avez juste des illustrations de la période. Alors, la première tâche pour la Compagnie des Indes, ce sera se doter d'installations portuaires pour accueillir les navires et les entrepôts. Alors, elle va être créée, cette Compagnie des Indes, et elle va démarrer réellement en 1670. Et elle sera en 1664 dotée de 9 millions de livres, et elle obtiendra le monopole pendant 50 ans, et 3 ordres lui sont assignés. Faire du commerce, on l'a vu, Louis XIV l'avait dit, assurer une présence politique, et pourquoi pas, par la même occasion, eh bien, prendre possession de territoires qui, en ce temps, n'avaient pas de propriétaires. Et puis la fille aînée de l'Église ne l'oublie pas, et elle veut développer la culture et la religion de manière à être présente partout où elle fleurira. Alors, il va y avoir 3 sites qui vont être évoqués pour installer la Compagnie des Indes. Le Havre, avec cet accès que l'on connaît sur la mer, Paimboeuf, qui est juste en dessous de Nantes, Bayonne où quelques 120 ans avant, on a détourné le cours de l'Adour, et maintenant l'Adour se jette dans l'Atlantique à Bayonne, et ceci a généré un port très intéressant. Et tous ces ports sont soit suffisamment défendus, soit suffisamment loin de la mer pour pouvoir, enfin de la mer, j'entends, de la mer libre, pour pouvoir se réfugier dans des secteurs calmes. Et c'est le cas du Havre, de Paimboeuf et de Bayonne. Et comme bien souvent, on va étudier ces 3 points, et c'est un 4e qui va être choisi, Port-Louis. Et Port-Louis, sur la côte du Morbihan, dans un endroit, Port-Louis est une ville fortifiée, et effectivement, il y a une passe, il y a un bras de mer. Mais à Port-Louis, le roi va décider, et les négociants et les marchands ne vont pas se bousculer. D'ailleurs, c'est un comble pour une compagnie dont la vocation est le commerce lointain. Et pourtant, la rade, offre un atout. Elle est située sur la route des transports des produits stratégiques nécessaires à la construction des bateaux. Et les bateaux, on devrait pouvoir les construire à Port-Louis. D'ailleurs, on voit la carte de Port-Louis, on voit Port-Louis en bas au milieu de l'image, la ville fortifiée, et autour de l'enclos de la compagnie, c'est-à-dire de l'autre côté de Port-Louis, on le voit dans le rectangle rouge en haut à droite, eh bien ça va être le campement du Fawédic. En 1701, il ne comprend que 137 cabanes organisées autour de 4 ruelles. C'est vraiment un démarrage laborieux. Un des premiers navires de la Compagnie des Indes va s'appeler le Soleil d'Orient. Et d'ailleurs, l'Orient apostrophe, ou l'Orient sera le nom donné à cette nouvelle ville de l'autre côté du Blavet, ce qui en dit long sur la vocation initiale, résolument tournée vers le commerce avec l'Asie.